Là, c'est pour vous remercier d'avoir répondu à mon invitation afin de partager quelques notions préliminaires de la chimie organique. Nous sommes le 12 août 2020. C'est juste la première leçon qui porte sur les généralités de ce cours. Et je vais vous partager juste mon écran pour pouvoir aller tout droit au but. J'espère bien que vous voyez bien mon écran. Voilà, donc comme je le disais, notre leçon porte sur les généralités dans le cadre de notre cours Notions préliminaires de la chimie organique. Et sans tarder, les objectifs de cette leçon sont de pouvoir citer 4 principaux éléments chimiques qui entrent dans la composition de la matière organique ou des tissus vivants, pouvoir expliquer pourquoi le carbone est le principal constituant de la matière organique, pouvoir différencier un composé organique d'un composé inorganique. Voilà les 3 objectifs de cette leçon. Alors, parlons de la composition de la matière organique. Comme certains le savent, jusqu'à présent, dans la nature, nous avons 118 éléments chimiques qui sont connus. Et sur les 118 éléments chimiques connus, seuls 4 éléments chimiques entrent dans la composition de la matière organique pour 99%. Et ces éléments sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui constituent la matière organique, parce qu'à côté, nous avons d'autres éléments chimiques. Si je donne des exemples, on peut donner l'exemple du phosphore, on peut donner l'exemple du soufre et bien d'autres. Mais aussi, nous avons des substances minérales, comme par exemple l'eau, mais aussi les sels minéraux, comme les chlorures, les phosphates, et ainsi de suite. Et aussi, nous avons des substances organiques, comme les glucides, les protéines, les vitamines, et bien d'autres. Donc, vous voyez que la matière organique, c'est un ensemble d'éléments et d'autres composés. Mais parmi tous ces éléments, nous avons le carbone qui est défini comme pierre angulaire de la matière organique. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, le carbone possède une propriété inhabituelle de pouvoir se lier à lui-même de façon très rigide pour pouvoir former des chaînes très longues, des chaînes de carbone très longues, mais aussi des cycles de carbone. Si vous voyez ici, j'ai donné un exemple d'une chaîne de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbone, mais j'ai marqué des points de suspension pour montrer qu'on pouvait aller jusqu'à l'infini avec des atomes de carbone. Et chaque fois qu'on ajoute un atome de carbone, on a un nouveau composé organique. En bas, nous avons un macrocycle. Un cycle, 2, 3, 4, 5, 6, un composé organique, mais aussi on pouvait y ajouter d'autres cycles pour avoir une macromolécule, pour dire que le carbone, c'est vraiment un élément essentiel, très important dans la chimie organique. Mais dans la nature, nous avons un autre élément qui pouvait le concurrencer par la même propriété de se lier à lui-même, et c'est le silicium. La seule différence, c'est que le silicium se trouve dans le monde de la chimie minérale, donc dans le monde minéral inerte. Alors, de ces propriétés du carbone, il en résulte d'une multitude de composés carbonés, dont plusieurs millions connus actuellement. Par exemple, vous voyez les plastiques, les mousses, tous ces composés-là sont des composés organiques à base du carbone. Mais aussi, nous avons des biomolécules.
là c'est très important, des biomolécules qui sont responsables de la maintenance et de la reproduction de la vie. Quand on parle de biomolécules, ce sont des molécules qui maintiennent notre vie. Notamment, nous avons ces glucides, ces protéines, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que la chimie qui traite des composés du carbone a été appelée la chimie organique. Donc, par chimie organique, c'est la chimie traitant des composés du carbone. Alors, la différence entre composés organiques et composés inorganiques. Dans le temps, la différence entre substances organiques et inorganiques était basée sur les provenances. En fait, une question était de savoir si les substances organiques n'étaient pas produites uniquement par un organisme vivant. C'est ainsi que jusqu'au 19e siècle, il y avait une théorie avancée par un chimiste appelé von Berzelius qui stipulait que la matière organique possédait une force vitale et que par conséquent, ces matières organiques ne pouvaient être synthétisées que par les êtres vivants. Mais en 1828, un autre chimiste du nom de Wöhler Friedrich, il a pu démolir cette théorie juste en entrant au laboratoire et en préparant l'urée à partir d'un sel inorganique qu'on appelle le cyanate d'ammonium, dont la formule que voici, NH4CNO, par un simple chauffage. Comme je l'ai indiqué sur cette équation, nous avons juste le cyanate d'ammonium. Ce triangle montre juste un symbole du chauffage en chimie. Donc, simple chauffage, il a obtenu son composé qui s'appelle urée, à partir d'un sel inorganique. Alors, l'urée étant un constituant de l'urine. L'urine produite par un être vivant, donc c'est un composé organique, d'après la théorie von Berzelius. Alors, de là, comme l'urée venait être synthétisée à partir d'un sel inorganique, les composés organiques peuvent être synthétisés aussi bien au laboratoire que par les organismes vivants. Ainsi, par différence, les composés organiques sont des composés dont un des éléments constitutifs est le carbone, bien sûr avec quelques exceptions près, qui ne sont pas beaucoup. Quelques exemples, quelques exceptions parlent des oxydes de carbone. Par exemple, le dioxyde de carbone et le CO2, c'est un composé à base de carbone, mais qui n'est pas organique. Les carbonates, comme le carbonate de sodium, carbonate de potassium, sont des composés à base de carbone, mais qui sont des composés inorganiques. Alors, le reste des composés, ce sont des composés inorganiques. Et pour conclure cette leçon, on vient de voir la composition de la matière organique. Nous venons de voir le carbone comme pierre angulaire de la matière organique. Nous venons de différencier un composé organique d'un composé inorganique. Et c'est par-ci que je termine ma leçon. S'il y a une question ou une intervention, elle est la bienvenue. Question? Oui. Peut-être je ne suis pas très familier à la chimie, mais je voulais savoir la différence entre le carbone et le CO2. Voilà. Le carbone, c'est un élément. C'est un élément qu'on appelle élément chimique. Donc, le symbole est C. Donc, un élément chimique. Tandis que le CO2, c'est un composé qui est formé par deux éléments, le carbone et l'oxygène. Le carbone est lié à deux atomes d'oxygène. Donc, il y a une différence entre élément chimique et composé chimique. Donc, le carbone, c'est un élément, tandis que le CO2, c'est un composé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, en fait, je comprends bien. Et le CO2 dont je viens de parler, est-ce que c'est quelque chose, ça a une relation avec la chimie organique ou bien? Non. Le CO2 fait partie des exceptions dont je viens de parler. C'est un composé qui est
formé à base de carbone, mais qui n'est pas organique. En fait, c'est un gaz inorganique que nous expirons dans le processus de respiration-inspiration. Donc, nous respirons le CO2. Donc, ça, c'est un composé qui n'est pas du domaine de la chimie organique. Il est du domaine de la chimie inorganique. C'est une exception des composés à base de carbone qui n'est pas partie de la chimie organique. Ok, merci. Et je ne sais pas s'il y a une question. Oui. Bonjour, Jafet. Bonjour tout le monde. Je dois d'abord m'excuser parce que je suis venu en retard. Donc, je n'ai pas suivi toute la séance. Je ne sais pas si vous me captez, tout le monde. Très bien, je te capte très bien. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis venu en retard. Maintenant, j'ai une question par rapport à l'IRE. Je ne suis pas chimiste, mais je connais dans le monde, je suis dans le monde, dans la matière, l'IRE comme le fumier, ce n'est pas les engrais chimiques. Donc, je n'ai pas compris exactement comment on fabrique l'IRE. Je ne sais pas si c'est la fabrication ou bien la composition organique à base de carbone. Est-ce que tu peux me répéter comment se forme l'IRE et la relation avec les plantes? C'est ma question. Je ne sais pas si tu as compris ma question. Normalement, l'urée, oui, normalement, c'est un engrais. C'est un engrais chimique qui est utilisé dans la fertilisation des sols, notamment surtout pour les plantes qui ont besoin de l'azote, c'est-à-dire les plantes qui développent un feuillage, dont on consomme surtout les feuilles. La fabrication dont je parlais ici, juste on a le sel qu'on appelle le cyanate d'ammonium. Le NH4CNO, le cyanate d'ammonium, on va au labo et on fait juste un simple chauffage. Il y aura dégagement à la fin, il y aura dégagement du CO2, il va partir avec formation de cet engrais qu'on appelle l'urée, tout simplement. Ce n'est pas très difficile, c'est juste le chauffage du cyanate d'ammonium au labo et on a l'urée. Et l'urée, c'est un engrais qui est utilisé pour la fertilisation des sols, pour les plantes, surtout qui développent le feuillage, le haricot, enfin, les légumineuses en général. Ils ont besoin de l'azote. Ok, d'accord. Je me suis bien expliqué. Ok, oui, c'est très bien, merci. Oui. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Alors, s'il n'y a pas une autre intervention, c'est encore une fois vous remercier d'avoir répondu présent à mon invitation et j'espère que la leçon vous a été utile. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Et je crois que nous allons nous retrouver pour la deuxième leçon qui est prévue aujourd'hui même à 17h heure de Bujumbura et à 16h heure de Lagos et de Rabat. Je vous remercie et à 16h. Ok, merci aussi, monsieur le facilitateur.